Médecine Augmentée vous propose cette semaine un tour d'horizon des techniques actuelles d'atérectomie coronaire. Qu'elle soit rotationnelle, orbitale ou par onde de choc, la technique choisie vise à préparer la lésion calcifiée en réduisant ou en fragilisant sa structure afin d'optimiser par la suite le geste d'angioplastie. Des outils qui, aux côtés de l'imagerie endocoronaire, doivent permettre d'assurer la bonne expansion du stent au sein du vaisseau. Explication du docteur Nicolas Amabile, recueillie lors d'une intervention qui a combiné athérectomie rotationnelle et lithotripsie intravasculaire. Depuis 30 ans, on dispose de l'athérectomie rotationnelle qu'on appelle le rotablator, qui est actuellement utilisé en France, on va dire entre 2 et 3% des procédures d'angioplastie coronaire. Et puis il y a des nouveaux outils un peu moins agressifs, avec des indications peut-être un peu différentes, ou en tout cas des indications à préciser, qui sont en train d'émerger, comme la lithotripsie intravasculaire, ce qu'on appelle le shockwave, et puis des outils comme l'athérectomie orbitale, qui est également apparu en France récemment, et puis un dernier outil qui n'est pas forcément très utilisé en France, mais bien ailleurs en Europe, qui est l'utilisation du cutting balloon, ballon coupant, pour couper ces calcifications. L'ensemble de ces techniques a le même objectif, c'est-à-dire de fragiliser les calcifications au sein de la sténose coronaire pour permettre un déploiement du stent plus efficace et une angioplastie de meilleure qualité. Là, on a affaire à deux outils qui fonctionnent de façon complètement différente. Le premier, c'est l'athérectomie rotationnelle. Donc le rotablator a pour but de pulvériser les lésions calcifiées en utilisant une fraise extrêmement abrasive qui est couverte de poussière de diamant, qui va tourner à une vitesse qu'on va régler entre 160 000 et 180 000 tours par minute. On se sert de cette fraise d'athérectomie rotationnelle pour pulvériser le calcium et ainsi permettre de fragiliser ce qu'on appelle préparer la plaque. La lithotripsie intravasculaire, c'est différent dans son approche. On va utiliser des ondes de choc qu'on va générer par un système interne à l'artère coronaire. Ces ondes de choc vont créer une fragmentation, une fissuration plutôt même d'ailleurs du calcium. Le shockwave ne réduit pas le volume de calcification, mais va juste permettre de préparer la plaque en diminuant les résistances des forces calciques, en créant des traits de refend en fait, à l'intérieur de la lésion calcifiée. Ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est qu'un geste qui peut sembler initialement correct sur l'angiographie peut s'accompagner de conséquences délétères, ou en tout cas de complications à court et à moyen terme. À court terme, c'est la thrombose de stent et à moyen terme, c'est la resténose. Et quand on s'intéresse aux facteurs prédictifs de resténose intracoronaire, on se rend compte qu'un des principaux paramètres de cette resténose, c'est lorsque l'angioplastie a été réalisée dans une lésion calcifiée et notamment lorsque le stent est sous-expandu, c'est-à-dire n'a pas eu toute la place qu'il nécessitait dans l'artère. Donc il est absolument crucial pour que l'angioplastie ait des bons résultats sur le long terme, de faire le meilleur geste possible lors de l'intervention initiale. Et pour ça, il faut utiliser les bons outils pour faire une préparation de plaque adaptée. On peut distinguer deux types d'imagerie qui peuvent nous aider pour mieux guider notre geste. D'un côté, on a des ultrasons, c'est l'IVUS. De l'autre côté, on a des infrarouges, c'est l'OCT. Mais finalement, la finalité, c'est la même. La première, c'est d'analyser la composition de la lésion qu'on va traiter afin de détecter ces calcifications, de voir leur importance, leur extension, et on est toujours frappé quand on fait de l'imagerie endocoronaire de se rendre compte que ce qu'on voit à l'intérieur de l'artère est toujours plus grave que ce qu'on voit à l'extérieur de l'artère par l'angiographie. Et là, on est beaucoup plus sensible. La deuxième étape, c'est effectivement ensuite de choisir le bon outil en fonction de ces caractéristiques de la plaque, et puis troisièmement de choisir le bon stenting. Il faut calculer le diamètre du stent, la longueur, etc. Et puis quatrième point, qui n'est pas du tout négligeable, c'est de toujours s'assurer, une fois que le stent a été posé, que le résultat est correct. Maintenant, le défi pour les années qui viennent, c'est de montrer que l'utilisation de ces outils à bon escient permettra d'améliorer les résultats de l'angioplastie, y compris les résultats cliniques sur le long terme, et puis également de voir dans quelle mesure les techniques d'imagerie endocoronaire, qui sont extrêmement performantes aujourd'hui, peuvent permettre de mieux appréhender la réalité du terrain et peuvent nous aider au quotidien pour améliorer nos pratiques. Et c'est étudié dans différentes études cliniques actuellement, dont l'étude Calypso, dont l'Institut Mutualiste Montsouris est promoteur. Allez, on s'en va.
C'est la fin de ce numéro, merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain pour découvrir de nouvelles innovations médicales.